Oui, la conférence la petite conférence que je vais présenter devant vous, je l'ai appelée Béranger Saunière et le club des marchands de Metz. C'est un peu effectivement provocateur. Alors déjà, je voudrais poser les choses parce que ici à Rennes-le-Château, on a l'habitude d'être assez catégorique. C'est-à-dire quelqu'un qui va parler du trafic de Metz, on va considérer que ce quelqu'un ne croit pas du tout qu'on ait pu trouver un trésor. C'est pas du tout mon cas. Que ce soit bien clair dès le début. Je n'exclus rien. Je connais bien Saunière, je crois, et Saunière a fait feu de tout bois. Et s'il a pu, effectivement, on va le voir, amasser pas mal de Metz, ça n'exclut pas qu'il ait pu aussi trouver quelque chose ici, à Rennes-le-Château ou ailleurs, à l'extérieur du village. Donc ça, il fallait le poser. Parce que j'ai bien peur qu'on me dise Christian Attard, lui, c'est le trafic de Metz et il croit en rien d'autre. C'est un négationniste de l'histoire du trésor, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, notamment, j'ai bien apprécié les interventions de Paul Saucez, qui nous explique qu'il y a à l'évidence ici une crypte, un tombeau des seigneurs, ça c'est sûr. Je suis persuadé qu'à l'avenir, on en aura la preuve. Il faut encore peut-être attendre, mais un jour ou l'autre, on l'aura. Et un jour ou l'autre, on aura quelques réponses à cette question, en tout cas, de crypte ou de trésor. Après, la version de Paul, je ne la partage pas entièrement, parce que, et c'est d'ailleurs la version de Michel Vallée et Michel Azins, je crois qu'elle a été présentée ici il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire le trésor de Monseigneur de Crotte de Chanterac, qui aurait été amené ici. Je ne pense pas, je pense que le trésor est beaucoup plus ancien et qu'il remonte pour moi très certainement aux guerres de religion. Mais ça, c'était un autre discours. Voilà. Je vais vous présenter un personnage qui n'est pas très connu et qui pourtant pour moi est la clé, une des clés en tout cas essentielles de l'enrichissement de Béranger Saunière. Alors, Béranger Saunière, vous le connaissez, tout le monde croit connaître sa vie, et pourtant au fur et à mesure des études, on s'aperçoit qu'on découvre un personnage toujours différent. Il est d'une richesse incroyable, et il est aussi probablement un des prêtres les plus connus de l'Hexagone, parce qu'on a vraiment fouillé dans tout ce qu'il a pu écrire, produire, ou dire même. Donc, Béranger Saunière, né pas très loin d'ici, à quelques vols d'ailes de faucon à Montazels, en 1852, et décédé ici en 1917. Et l'autre personnage, alors le petit bouton il est là, le voilà, et déjà physiquement je trouve qu'ils ont une certaine ressemblance. Le menton carré, le regard vif, l'air décidé, et on va voir qu'en fait ces deux personnes ont énormément de points en commun. Parce que ce personnage dont je vais vous parler, c'est Marie-Eugène Prévost. Il est né 8 ans avant Saunière, en 1862, et mort en 1946, donc bien après Béranger Saunière. Et il est surtout né très loin d'ici. Il est né au Canada. Il est né dans la commune de Saint-Jérôme, donc au Québec, Canada. Et a priori, on peut se demander pourquoi je vais vous parler d'un prêtre canadien et quel rapport il peut avoir avec un prêtre français du Razès. C'est vrai que ça paraît complètement fou. Et pourtant, on va s'apercevoir qu'ils ont énormément de points communs. Pour l'instant, je vais vous décrire rapidement la vie de cet Eugène Prévost. Alors, il est né dans une famille qui est une famille aisée, comme celle de Saunière après tout. Son père était médecin, c'était quelqu'un de réputé, de reconnu, d'apprécié, d'estimé. Sa mère ne travaillait pas. Comme à l'époque, c'était des familles où il y avait énormément d'enfants. La famille Prévost, ils ont 11 enfants, et en fait 6 vont survivre, ce qui était après tout assez commun à l'époque, hein, avec les maladies infantiles, enfin bon. Donc rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Et le petit Eugène, tout comme le petit Béranger, il est quelqu'un de très vif, très dissipé, très intelligent aussi, et malheureusement peu studieux. Donc ses parents se font du souci pour lui parce que, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin qui ne suit pas bien l'école, qui a plutôt tendance à s'amuser avec ses copains.
Et en fait, il va se passer dans la vie de ce petit Eugène 3 événements, enfin moi je pense qu'il y en a 3, qui sont fondateurs, on va dire, pour sa vie. D'une part, un jour, il s'amuse au ballon avec ses copains. Le ballon part sur le toit de la grande maison de ses parents. Ils ont une immense maison où il y a quand même 11 chambres. Et donc, il monte sur le toit, il va récupérer le ballon. Et là, ses copains s'amusent avec lui, le distraient un peu, et Eugène, il tombe. Son père entend, il voit le corps tomber, il est persuadé que le petit Eugène est mort, quoi. Il sort, et l'enfant se relève, il n'a absolument rien. Bon, premier fait étonnant. Deuxième fait encore plus étonnant, toujours pareil, toujours dissipé. Il traverse la rue devant chez lui, là il se fait heurter par le cheval, et il passe sous la charrette, carrément. Alors là on pense que vraiment, là ce truc-ci, il est mort, quoi. Ben non, il se relève, il n'a pas une égratignure. Donc il est persuadé qu'il est protégé, déjà. Et puis le troisième événement, ça se passe à l'église, puisque le petit Eugène, comme ça se passait énormément autrefois, il sert l'église, hein, c'est un enfant de cœur. Et là, le prêtre fait tomber une hostie. Et Eugène le voit, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Est-ce qu'il faut ramasser l'hostie et donc montrer que le prêtre n'a pas été très attentionné, il a été un peu négligent? Est-ce qu'il faut la laisser par terre? Donc il se décide, il va ramasser l'hostie. En même temps, il ne peut pas la redonner au prêtre parce qu'il a peur de le gêner, donc il la pose sur le coin de l'autel. Et c'est ce petit événement qui paraît anodin finalement, hein, eh ben, ça le marque énormément. Il a l'impression d'avoir relevé l'hostie. Et on va voir que dans sa vie, c'est quand même assez fondateur. Eugène, il se sent appelé par le Christ. Il entend des voix, il est persuadé qu'il a une mission à accomplir. Et donc très tôt, on le voit là, sur cette image, c'est lui, hein, il va se diriger vers le sacerdoce, il veut devenir prêtre. Donc, tout comme Béranger Saunière, à cette époque-là, le cursus était toujours le même. Donc, il va d'abord aller au collège. J'ai un peu de difficulté, voilà. Il va d'abord aller au collège. Ensuite, après le collège, le petit séminaire. Après le petit séminaire, le grand séminaire. Et puis là, vont commencer des études qui sont en général assez longues, hein, puisqu'on leur apprend la rhétorique, le droit canon, un petit peu de ça, pas tout, un peu de latin, un peu de grec. Et là, on le voit, il est là, hein, il est ici, je ne sais pas si vous allez apprendre à le reconnaître. Il est au sein de sa famille. C'est sa famille, là. Et donc, on voit sa sœur, qui est ici, qui s'appelle Ninette, et qui va, elle aussi, suivre la voie donc, de son frère aîné. Et donc là, il est probablement, il a une quinzaine d'années, même s'il en paraît beaucoup plus. Donc il doit être à cheval entre le petit et le grand séminaire, enfin plutôt le petit séminaire. Et puis après, c'est le cursus habituel, hein, sous diaconat, donc voilà, jusqu'à la prêtrise. Et voilà quelques images de lui. En haut, il a une quinzaine d'années. Là, il est au grand séminaire. Et là, il est il est prêtre. Donc, en fait, Prévost, c'est quelqu'un qui a une intelligence remarquable de sa carrière, de sa future carrière. Et ce qui est exceptionnel pour un Canadien, c'est que pratiquement tous les grands stades de son ordination, il va les passer à Saint-Jean-de-Latran à Rome. Donc, c'est peu commun. Voilà, on voit là une ordination d'une série de prêtres à Saint-Jean-du-Latran, à Rome. On peut imaginer donc le père Prévost, le futur père Prévost, au milieu de tous ces prêtres lors de cette cérémonie donc d'intronisation au statut de la prêtrise. Mais il pourrait rejoindre maintenant une paroisse. Ce que font la plupart des prêtres, ce qu'a fait après tout Béranger Saunière. Lui, il a eu la chance de commencer par être vicaire à Alais. Ça lui a permis d'avoir un certain nombre de relations. Le père Prévost, lui, entre-temps, à Rome et aussi au Canada, il a fait la rencontre d'un autre personnage que voici. Et je ne sais pas si vous le connaissez, c'est aujourd'hui Saint Pierre Julien Aymar.
1811-1868. Alors, le père Aymar et sœur Clémentine Marie Hébert de la Rousselière, donc je vous donne les dates de vie, vont fonder la congrégation des pères adorateurs du Très Saint Sacrement. Ces deux personnages, d'une part, ont une dévotion totale pour le Jésus matérialisé pour eux, incarné par l'hostie, et d'autre part, ils ont une attention totale aux prêtres. Pour eux, ça va ensemble. L'hostie, le Saint-Sacrement, les prêtres, c'est une manière d'amener au grand public la sanctification que représente le Saint-Sacrement. Donc, ils vont vouloir créer une congrégation qui va s'employer à aider les prêtres. Et, si possible, les prêtres les plus pauvres. Donc, à Paris en 1856, ils imaginent la forme, l'idée de cette congrégation. Elle sera approuvée à Rome en 1881. Est-ce que c'est original? Non. Pourquoi? Parce que c'est une époque où se créent déjà énormément de congrégations. Et énormément de congrégations dont l'esprit est aussi l'entraide à ces prêtres dans le besoin, à ces prêtres pauvres, à ces prêtres de campagne. Il y a, en 1846, créé par Monseigneur de la Bouillerie, l'œuvre des tabernacles. Monseigneur de la Bouillerie, entre parenthèses, a été évêque de Carcassonne ici. Donc l'œuvre des tabernacles, c'est une œuvre destinée à aider le prêtre dans sa pratique au quotidien. Et donc cette œuvre va leur amener par exemple des chasubles, des linges d'autel, etc. etc. Il y a, et elle existe toujours, créée en 1857 par Jean-Marie Vandel et la comtesse Auguste de la Roche-Jacquelin, l'œuvre des campagnes. L'œuvre des campagnes existe. Elle aide toujours aujourd'hui les prêtres. Parce que les prêtres des campagnes ont d'autres besoins que les prêtres d'autrefois, mais ils ont quand même des besoins. Ils sont, même si l'évêché leur donne un SMIC aujourd'hui, ils ont d'énormes frais, par exemple, de déplacement. L'essence leur est remboursée, mais les véhicules, il faut qu'ils se débrouillent. Ce sont souvent des véhicules à bout d'âge. Donc l'œuvre des campagnes aujourd'hui aide ces prêtres. Comment elle le fait? Eh bien, elle organise des kermesses, des réunions, et elle a des listings de familles. Souvent, ça reste des familles nobles. C'est l'alliance de ce qu'on a appelé le donjon et le clocher. Et donc, ces gens vont contribuer financièrement à aider ces prêtres et vont parfois leur payer, pas toute la voiture, mais leur payer une partie de la voiture, ou leur payer une partie des remboursements mensuels de la voiture. D'ailleurs, le vendredi 14 mai, et ça c'est relevé dans les carnets de l'abbé Saunière, dans ses notes, 1897, l'abbé Saunière demande un secours pour une mission. Il demande un secours pour une mission à l'œuvre des campagnes, et il obtient 50 francs. Il demande aussi des bouquins, des livres, il les obtient également. Et le vendredi 8 avril 1898, il fait une nouvelle demande de secours à cette œuvre des campagnes. Donc, ça, je crois qu'il faut le garder derrière la tête, parce que, en fait, Béranger Saunière, toutes ces œuvres, il les connaît. Et toutes ces œuvres, il va les utiliser. Parce que ce n'est pas l'homme d'une seule visée. C'est quelqu'un qui a une vue très ample sur ce qui se pratique, qui est très au courant, très informé. Et ça, on le constate toujours, de plus en plus, au fur et à mesure qu'on l'étudie. Il a une ouverture sur le monde qui est exceptionnelle pour un prêtre ici de la région. Et donc, toutes ces œuvres, il les connaît. Et il va leur demander de l'aide. Il va demander de l'aide à l'œuvre des tabernacles. L'œuvre des tabernacles va lui envoyer des linges. Voilà. Donc, la dévotion au Saint-Sacrement, elle n'est pas nouvelle, en fait. On se souvient de Saint-Vincent-de-Paul, on se souvient déjà de cette compagnie du Saint-Sacrement, et donc c'est quelque chose d'ancien. Là, très spécifiquement, d'ailleurs, là on voit un tableau qui date du XVIIe, là également, une gravure. On voit là à nouveau le père Aymar, avec, il est porteur du Saint-Sacrement. On revient à Prévost. Prévost demande une dispense papale, parce qu'il ne veut pas être prêtre. Il ne veut pas une paroisse. Prévost, ce qu'il veut, c'est s'occuper des prêtres. Et donc,
il est tombé en symbiose avec cette compagnie, cette congrégation de l'adoration du Saint-Sacrement, qui est parfaitement ce qu'il lui faut. C'est-à-dire, il révère l'hostie, et en même temps, il a la plus grande attention pour les prêtres. Donc, il demande à rejoindre cette congrégation. Il y arrive en 1887, donc à la fin, à sa prêtrise, carrément. Le pape l'autorise à ne pas être un prêtre ordinaire sur une paroisse ordinaire, mais à rejoindre cette congrégation. On le voit là, vous le reconnaissez ici, là. Comme Saunière, il a pris du poids. Il a pris du poids non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement et moralement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, c'est quelqu'un qui sait où il va, et qui déjà sait comment il va arriver à ses fins. Et donc ses fins, c'est de pouvoir augmenter cette aide aux prêtres. Ce n'est pas des prêtres que du Canada, puisque là, en fait, il est à Paris. Il n'est plus au Canada, il est basé à Paris. Quand il arrive, je l'ai noté là, 27 000 prêtres dans le monde, en France, 6 000 prêtres. Si on prend 10 ans après ce que est devenu la congrégation, qui est cette fois dirigée par Prévost, quasiment dirigée par Prévost, puisqu'il a pris aussi du poids à l'intérieur de la congrégation, 50 000 prêtres dans le monde, 20 000 en France. Bon, c'est quand même un chiffre assez conséquent. C'est quelqu'un de très entreprenant. Il va multiplier les initiatives, multiplier cette volonté d'aider les prêtres où qu'ils soient. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les recours communs. Déjà, il a l'appui du pape, Léon XIII, le même que Béranger Saunière a tenu à distinguer sur le porche de son église. Et le pape Léon XIII est tout à fait en accord avec cette congrégation et avec même Prévost, puisque Prévost est quelqu'un de très politique, ce que n'a pas su faire Saunière, on le verra plus tard. Parce que Saunière, s'il a été quelqu'un avec beaucoup d'entre-gens ici, Rome lui a échappé totalement. Pas Prévost. Prévost savait que tout se tenait à Rome. Donc il parlait italien, il a été faire plusieurs voyages, on l'a vu, il a été nommé prêtre à Rome, à Saint-Jean-du-Latran, et régulièrement, il demande à être reçu par le pape. Un peu de vocabulaire. On entre dans la congrégation de l'adoration, et donc, il y a d'abord cette adoration du Saint-Sacrement qui consiste en quoi? C'est-à-dire qu'on va demander aux prêtres d'organiser une cérémonie une fois par mois, plus, s'ils le peuvent, quelquefois c'est une nuit entière de prière, d'adoration au Saint-Sacrement. À eux de rassembler, s'ils le peuvent, des gens autour de ça, et s'ils ne le peuvent pas, au moins quelques prêtres. Alors ça commence par un questionnaire, c'est-à-dire que les responsables de la congrégation à Paris envoient un questionnaire aux prêtres. Le questionnaire va aller renseigner sur qui est ce prêtre, quelle est sa formation, quel est son degré d'implication. Le prêtre en retour lui envoie donc ce questionnaire et il envoie ce qu'on appelle un libellum. On lit quelquefois libellus. Et dans ce libellum, il rend compte donc, comme je l'ai noté, de ses heures d'adoration. Tel mois est effectué en compagnie de telle personne, tel nombre d'heures d'adoration autour, devant le Saint-Sacrement. En contrepartie, la congrégation envoie des médailles, des diplômes. Je vais vous en montrer quelques-uns. Elle envoie des luminaires et de la cire. Pourquoi? Parce que pendant ces cérémonies, les bougies, la cire, les luminaires brûlent, et qu'à l'époque, la cire était chère, et que donc il était logique, normal, que la congrégation aide les prêtres en leur envoyant ce qu'il fallait pour la cérémonie. Elle demande ensuite à ce que, ça c'est très important, elle demande ensuite à ce qu'il y ait de la formation de groupes diocésains. C'est-à-dire que dans chaque diocèse devrait se former un ou plusieurs groupes sous la responsabilité de l'évêque, avec l'accord de l'évêque, mais chaque groupe doit avoir 12 associés. Retenez bien ça, 12 associés. Enfin, ces prêtres pratiquent des retraites, et au cours de ces retraites, donnent des conférences. Voilà, là on a le vocabulaire clé de cette congrégation de l'adoration du Saint-Sacrement, du très Saint-Sacrement. Je vous montre quelques médailles.
Alors, j'ai entendu dire que l'IHS, c'était la marque du cercle catholique de Narbonne, avec le fameux Enoch, etc., Signes, Vinces, etc. Non, c'est pas que c'est pas que Narbonne, c'est pas que le cercle catholique. La preuve, c'est que toutes les médailles de la congrégation sont toutes marquées de l'IHS, rien d'exceptionnel là-dedans. Je vous en montre une autre, c'est le Saint-Sacrement. Hein. Donc ça c'était donc quand tout à l'heure je vous ai dit envoi de médailles, c'est ces médailles-là. En voilà encore une. Et vous voyez qu'elles sont toutes marquées de l'IHS. Bon, quand Saunière marque IHS sur son église, est-ce que c'est en référence au cercle catholique de Narbonne? Je ne le pense pas. Est-ce que c'est en référence à cette congrégation? Je ne pense pas non plus. Je pense que voilà, c'est une marque traditionnelle. Il se trouve qu'elle est là et comme elle est à Narbonne. Bon, ni plus ni moins. J'ai beaucoup de reconnaissance envers un chercheur que vous connaissez, je pense, ici, si vous vous intéressez voilà, qui est Laurent Buchholzer, qui est au Nouveau. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment étudié à fond les carnets. Et quelle est sa conclusion? Il dit Saunière a été alimenté. Il s'agit d'un réseau national avec quelques implantations ou des membres à l'étranger. Il est d'inspiration nettement catholique et regroupe des prêtres, peut-être en association avec des laïcs, comme une confrérie, une pieuse union, une société de dévotion. Les contacts épistolaires se doublent de rencontres physiques qui permettent d'assurer la circulation des sommes d'argent hors des réseaux visibles, tels que les mandats postaux. Très important à se mettre aussi derrière la tête. Ça, c'est la conclusion de quelqu'un qui a étudié à fond les carnets et qui sait de quoi il parle quand il parle de trafic de messe. Maintenant, un extrait, ou plusieurs extraits de la correspondance de Saunière avec Prévost, Eugène Prévost, qui est à la tête de la compagnie, de la congrégation dont je vous ai parlé. Alors, qu'on ne me dise pas qu'on ne connaît pas la congrégation et qu'on ne sait pas quelle est cette congrégation qui a pu les aider. Non, elle est là, en toutes lettres, dans la correspondance de Saunière. D'ailleurs, il y a des gens qui sont passés dessus. Il y a un chercheur, je ne le nommerai pas, qui dit dans le premier temps, Saunière s'alimente uniquement dans le réseau des prêtres de l'Aude. Ce sont les prêtres de l'Aude qui lui donnent des messes. Ben non, parce que le nom de Prévost, il y est déjà. Mais seulement, le nom de Prévost, il a dû penser que c'était un prêtre de l'Aude. Pas du tout, c'est notre Prévost canadien, c'est lui. Le 8 avril 1895, de Prévost, il reçoit une lettre, 40 messes. Idem, le 13 juillet et le 16 novembre, 25 messes. Prévost lui envoie des messes. Parce qu'une des manières d'aider les prêtres, pour Prévost, c'est aussi d'envoyer des messes. Donc, lui, à Paris, récolte des messes pour les pauvres prêtres et il les redistribue. On va voir que ce n'est pas tout à fait réglo, mais on le verra un peu plus tard. Samedi 3 octobre, il envoie cette fois-ci à Prévost, Saunière envoie à Prévost, le libellum dont je vous ai parlé tout à l'heure. Prière de m'inscrire, demande de messe. Qu'on ne me dise pas qu'on ne sait pas que Saunière faisait partie de la congrégation des adorateurs, puisqu'on voit qu'il lui envoie un libellum et qu'en même temps il demande des messes. Ça, Saunière a toujours demandé des messes. Mercredi 14 octobre 1896, reçu du directeur, envoi rempli le questionnaire sur le luminaire. Combien de cire faut-il utiliser dans l'église pour, etc., quels sont les besoins. Le jeudi 15 octobre 96, renvoi des questions et qu'est-ce qu'il envoie? Le nom de 12 associés. Vous avez bien lu. C'est Saunière qui envoie ça. Donc il a trouvé 12 associés, Saunière. Donc on peut penser qu'il est, Saunière, puisqu'il a trouvé ces 12 associés, qu'il est un représentant diocésain de cette congrégation. Je suis clair. Bon, j'espère. Parce que j'ai pas tellement l'habitude de raconter cette histoire-là, et peu de gens veulent apparemment l'entendre. Et je lis couramment, j'entends couramment des vidéos dans lesquelles je ne suis jamais invité d'ailleurs, où on parle de trafic de messe et autres. Bon, Christian Attard, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, Prévost, ils connaissent encore moins. Bah, oui, Prévost, c'est une évidence. Bon sang, là vous l'avez l'évidence, hein, elle est claire. Dimanche 25 octobre, il reçoit de Prévost, annonce de l'envoi de cire, puisqu'il a mis le questionnaire sur les luminaires, diplôme et envoi de médailles en sachet. Les médailles que je vous ai montrées tout à l'heure. Bon, là,
je pense que... Et on continue. Rassurez-vous, je vais arrêter là. Mardi 27 octobre, prévôt, accusé de réception, sire, tableau médaille, ça c'est Saunière qui envoie. Réception, etc. À Paul Saunière. Paul Saunière, c'est un prêtre. Hein. Il demande, mais ça n'a rien à voir avec les Saunières. Hein. Il demande à ce Paul Saunière, déjà Paul Saunière lui demande quel va être le sujet de ma conférence, et Saunière lui répond. Il lui dit, voilà, le sujet de la conférence, ça va être ça. Le 27 décembre 96, Prévost demande, donc ça c'est Saunière, il demande à Prévost des messes, et il renvoie le libellum, tous les mois, quasiment, pour dire, ben voilà, ce mois-ci, il y a eu ça, ça, ça. Le 3 avril, envoie du libellum à nouveau, et il demande cette fois une aube de messe. Bon. Et le 3 mai 1897, le vicaire d'Alais demande à Saunière d'inviter son curé à son adoration. Alors, les adorations traditionnelles, elles ont toujours existé, mais elles se déroulaient toujours sur le mois de juin. Quand, là, vous lisez un certain nombre d'adorations qui ne se passent pas en juin, il est à l'évidence que ce ne sont pas des adorations traditionnelles du mois de juin, mais que ce sont les adorations des prêtres adorateurs de cette congrégation. Le 1er juillet, toujours pareil, reçu du libellum, demande de messe, parce qu'il insiste, Saunière, c'est toujours ces demandes de messe. Envoi de la cire pour exposition. Le 2 décembre, Gazelle décline son invitation. Gazelle, c'est un homme clé, parce qu'on va voir que c'est un grand ami de Saunière. Et il demande l'envoi de messe. En octobre, à nouveau, renvoi du libellum, demande de messe. C'est constant. Hein. Bon, à chaque fois quasiment qu'ils s'écrivent, il demande de messe à nouveau en 98. Envoi du bulletin, demande de messe. Adoration à Kustouza en mars 1902. Et c'est pas en juin, à la fête traditionnelle de l'adoration, parce que certains vont me dire oui, mais l'adoration, on sait, ça a lieu chaque année en juin. Non, là c'est en mars. Donc c'est bien une autre adoration. Et là, présence de 9 confrères à cette adoration. Donc, ça confirme qu'il y a un petit réseau qui s'est constitué autour de l'abbé Saunière. On peut supposer qu'il a déjà 12 associés, et on peut supposer qu'ailleurs, se sont créés d'autres groupes, toujours en relation avec l'abbé Prévost. Les messes. Là, j'ai pris celles reçues. L'abbé Saunière a toujours demandé des messes, quasiment toujours. Mais c'était à une faible quantité. Bon, en 1892, il reçoit à peu près 700 messes. Bon, 700 messes, 1 franc. 1 franc la messe. Ça fait pas lourd, quoi. Ça fait 700 francs à l'année. 700 francs à l'année, Saunière, il doit toucher 75, 80 francs par mois. Qu'est-ce que ça augmente? Rien, c'est rien, quoi. C'est quasiment rien. Par contre, quand il commence à fréquenter un certain nombre de réseaux, qu'il commence à connaître du monde, qu'il commence à connaître d'autres prêtres, qu'il commence à étendre ces réseaux sans avoir encore commandé d'annuaire. On va voir que ça va venir, ça. Là, c'est uniquement, on peut dire, du bouche à oreille. Bon, en 1895, donc là, on sait qu'il est déjà dans le réseau des prêtres de Prévost. Il est à 2412 messes. Bon, 2400 francs, c'est pas non plus pactole. C'est pour ça que quand on dit Saunière s'est enrichi avec du trafic de messes, bon, oui et non, quoi. Ça mettait du beurre dans les épinards, ça c'est sûr. Mais bon, pas encore à un niveau colossal. Mais il va se passer quelque chose. C'est qu'en 1899, on pousse Prévost à la démission. Pourquoi? Parce que Prévost, il est excessivement entreprenant. C'est un prêtre qui a des idées de partout, qui veut monter des tas de choses, et les vieux prêtres de la congrégation à Paris commencent à le voir d'un mauvais œil. Il en fait trop, il attire des critiques sur lui, donc à une réunion, il va proposer un certain nombre de choses. Les prêtres lui disent bon, ça suffit, tu es bien gentil, mais on ne te suit plus, quoi. Donc Prévost donne sa démission et quasiment dès qu'il est parti, il va créer sa fraternité sacerdotale et il va créer les Oblates de Béthanie. La fraternité sacerdotale, c'est du copier-coller avec la congrégation de l'adoration du Saint-Sacrement. Même visée, c'est-à-dire l'adoration du Saint-Sacrement, de l'hostie Jésus-hostie, et aide aux prêtres. Voilà. Sauf que maintenant c'est Prévost.
c'est Prévost qui est à la tête de tout, il décide de tout. Qu'est-ce que fait Saunière? Bon, qu'est-ce que va faire Saunière? Je vous mets ça parce que ça, c'est important aussi. C'est Prévost qui l'a écrit. Prévost, il va avoir en tête l'achat de propriétés et de maisons où il va abriter ses prêtres. Il veut aider toutes sortes de prêtres. Aussi bien des prêtres âgés, des prêtres malades, des prêtres en voyage. J'ai un terme que j'aime beaucoup, c'est des prêtres dévoyés. Alors aujourd'hui, ça ferait rire quand on entend ce terme de prêtre dévoyé, mais c'est bien ce que ça veut dire. Ce sont des prêtres qui sont sortis de leur voie, hein, parce qu'ils ont commis quelques indélicatesses. Donc il veut monter aussi des maisons d'aide psychologique aux prêtres dévoyés. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent. Et en plus, il a des ambitions, c'est-à-dire que ces maisons seront particulièrement bien situées, meublées et ornées, munies d'une belle bibliothèque, ça ne vous rappelle rien, hein, d'une grande salle de récréation entourée d'un jardin, et il se peut qu'il y ait aussi un parc. Rien ne sera négligé pour les prêtres, pour qu'ils s'y plaisent et qu'ils soient heureux. Bon, ça a quand même une certaine résonance, hein, à mon avis, surtout ici. Et donc, Prévost se met à acheter, et il achète ça. Hein? Alors, Saunière à côté, c'est la rigolade, hein? Parce que si on compare ce château de la Beuvrière dans le Maine-et-Loire avec ici la construction de Saunière, hein, bon, et il achète ça. Hein, le château royal de Bénac, ou de Béné, pardon, Indre-et-Loire. Attendez, on revient en arrière. Non, on revient en arrière comment? Comme ça. Il achète cette maison mère des Aubattes à Paris. Voilà. Rue Pereire, je crois. C'est ce que vous nous rendiez? Oui, où c'était? Dans le 17e. Ouais. Et puis, effectivement, il met en place ce qu'il dit, hein, Prévost. On le voit ici. Alors, je ne sais pas si vous le reconnaissez, moi je le reconnais, il est là. Il est déjà plus âgé, hein. Mais il est au milieu d'un groupe de prêtres âgés qui l'a recueilli, hein, qui l'héberge. Alors, là, au premier plan, ce sont des cardinaux qui sont en visite. Mais derrière, il y a un certain nombre de prêtres, plus ou moins âgés, qui sont déjà en retraite, hein, à la retraite, accueillis par Prévost. Accueillis dans des conditions douteuses. Il faut quand même bien le dire. Parce qu'il y a eu des enquêtes. Je crois que les prêtres adorateurs, au début, avaient quelques raisons de se méfier de Prévost. Parce qu'on se rend compte que les prêtres qui sont accueillis dans ces maisons de retraite, ils ne mangent pas très bien. Ils ne sont pas très bien habillés. Ils sont dans des conditions ils sont quelquefois on dit qu'ils sont sales. Bon, donc apparemment l'argent n'abonde pas dans ces institutions. Hein. Le voilà Prévost âgé. Et voilà sa dernière demeure. Hein. Alors, c'est quand même, excusez du peu. Hein. Bon, donc ça implique, je pense, énormément de moyens. Énormément. Et donc, ces moyens, il les trouve comme ils ont trouvé tous les autres. Hein. Il va quémander auprès des personnes riches, des aristocrates, des gens qui ont de l'argent, des sympathisants, royalistes, etc. Bon, comme l'a fait Saunière, après tout. Hein. Bon, ni plus ni moins. Et il demande énormément de messes. Parce que les messes chez Prévost, alors là c'est pas Saunière. Hein. Qu'est-ce que fait Saunière? Saunière, dans sa correspondance, en 1899, bizarrement, disparaît Prévost. Plus de Prévost. Par contre, il reste fidèle. Et pourquoi Saunière ne serait-il pas resté fidèle aux prêtres adorateurs? En fait, Saunière, il était fidèle à tout. Du moment que ça lui rapportait, il n'avait aucune raison de couper les ponts avec qui que ce soit. Donc il est resté fidèle aux prêtres adorateurs. Il continue. En 1899, on envoie des feuilles, demande de messe. Mercredi en 1901, envoi de 4 feuilles, demande de messe, toujours, hein, messe. Réception de la cire, ça continue. Demande de messe en 1903. En 1904, attention, qu'est-ce qui se passe là? Les lois, séparation, pouvoir, en France, État-Église, les congrégations expulsées, ici Saunière sommé de faire l'inventaire de son église, il refuse, enfin bon, vous connaissez l'histoire, hein, je ne vais pas vous la raconter, et là, à Bruxelles, on lui dit, on ne peut plus envoyer de messe, hein, mais, par contre, il lui envoie un mandat
réception d'un mandat international en 1905. Donc le système des messes commence à battre un peu de l'aile. Hein. Bon, c'est plus aussi facile de récupérer des messes. Et c'est là, à ce moment-là, en 1899, que Saunière achète ses annuaires. Parce qu'il a compris que s'il veut continuer à être alimenté, il va être obligé de faire autrement. Il va être obligé d'étendre ses demandes, non plus à un département par de bouche à oreille, mais à la France entière. Et même plus qu'à la France entière. Il va même demander à l'étranger. Et donc pour ça, il a besoin d'avoir des adresses, donc il se procure des annuaires. Est-ce que pour autant, il a abandonné Prévost? Alors pour Prévost, les choses commencent à aller un peu mal. Monseigneur Paul Bruchesi, l'archevêque de Montréal, soutenait Prévost du mieux qu'il le pouvait. Mais il commence à avoir des doutes. Il commence à avoir des doutes sur le bonhomme. Pourquoi? Parce que Prévost s'est mis dans la tête de monter une affaire. Cette affaire, c'est la Sainte Face. C'est incroyable. Mais Prévost imagine de récupérer les droits exclusifs de cette image. Cette image qui a été créée par cette sœur, qui est Céline Martin, c'est la sœur Geneviève, donc, mais c'est la sœur surtout de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et Céline Martin dessine à partir du Saint-Suaire cette Sainte Face. Et cette Sainte Face, Prévost demande à avoir les droits, il va l'imprimer, il va la diffuser, et il va faire énormément d'argent avec ça. Il n'y a pas une église en France, et il n'y a pas une église en France ou ailleurs qui n'ait cette Sainte Face. D'ailleurs, je vous invite à faire maintenant attention quand vous irez dans une église, regardez et vous allez la trouver. Hein? Et souvent, c'est Prévost qui l'a imprimé. Et ça, Monseigneur Bruchesi, il apprécie moyennement. Hein, et il n'est pas le seul, parce que dans l'entourage de Sainte-Thérèse, on se dit, est-ce que Sœur Geneviève s'est pas fait avoir? Est-ce qu'on n'a pas mieux fait garder la totalité des droits sur cette image? Bon, Prévost a le bénéfice de dire, avec ça, j'aide les prêtres. Mais bon, voilà, ça ne plaît pas donc à Monseigneur Bruchesi. Par contre, comme je vous l'ai dit, Prévost c'est un malin, et il retourne régulièrement à Rome. À Rome, le pape a changé, c'est maintenant Pie X. Il est en poste depuis 1903, et Pie X, lui, continue à soutenir l'abbé Prévost. On le voit ici, à nouveau, on le voit au milieu, entouré de femmes. Il a su, puisqu'il va créer les Oblates de Béthanie, il a su donc très bien s'entourer de personnes excessivement pieuses et surtout de personnes excessivement travailleuses. C'est elles réellement qui vont créer, si on peut dire, je vais le mettre en guillemets, l'Empire Prévost. À la tête de ces Oblates, c'est celle qu'on a appelée la Petite Mère. Prévost avait une préférence absolue pour cette femme, et tout tournait autour d'elle, c'était l'organisatrice. Vous vous demandez où je vais en venir, vous allez voir, ça ne va pas tarder. 3 autres femmes, 3 autres sœurs, je passe dessus. Et pour enfin arriver à celle-ci, sœur Marie-Philippe de Néry, dont le nom était Albertine Lecuffe. Dans la région, on dit, il y a une couffe. Là, il y a une cuffe. C'est-à-dire que c'est elle, c'est par elle, que vont arriver les gros problèmes de Prévost. Pourquoi? Parce que la petite mère, qu'on a vu tout à l'heure, va décéder. Et elle est appelée à être remplacée. Albertine Lecuffe, donc, est persuadée que ça va être elle. Mais elle a des caractéristiques intellectuelles et de comportement qui sont très problématiques. C'est une femme qui est rigide, qui est peu sympathique. Bon, bref, Prévost lui préfère une autre sœur. Il écarte Albertine Lecuffe, qui le prend très mal, hein, vraiment. Et là, nous sommes en 1931. Et en 1931, le pape a à nouveau changé, c'est normal, c'est Pie XI. Et là, Albertine Lecuffe donc, va prendre du recul, va s'écarter pendant plusieurs mois,
et va écrire au pape. Elle va lui écrire plusieurs lettres en lui racontant ce que fait réellement l'abbé Prévost. Voilà. Et bah, c'est pas joli, parce que notamment, elle va lui expliquer que l'abbé Prévost fait du trafic de messes. Et il a mis au point un système qui s'appelle la réduction de messes. Ça, c'est Albertine Le Culf qui l'explique dans ses lettres, dans ses missives au pape. Donc, un curé, un prêtre, pouvait prendre une messe avec un prix maximum de 12 francs. Prévost va accepter 3 messes à 4 francs, ce qui fait 12 francs. Bon, il est à son maximum. Ces 3 messes, il les réduit en une seule. Cette messe va valoir 4 francs et elle sera dite par un prêtre. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va la dire. Il va la donner à un prêtre et ce prêtre, il va dire 3 messes. Alors, quand les gens qui ont observé les carnets de Saunière, à un certain moment, on voit que Saunière regroupe par 3 traits 3 messes. 3 messes, il en dit une seule. C'est ce système-là, en fait. Il pense, à tort, qu'on peut regrouper 3 messes en une seule, et n'en dire qu'une seule. Le prêtre, lui, il touche 4 francs. Prévost, lui, il gagne 8 francs. Bon, vous voyez le système, quoi. Bon, et puis la plupart du temps, la messe, il ne la dit pas non plus. Donc, si on cumule beaucoup de messes à 8 francs, ça commence à faire des sommes. Ça commence à faire 700 000 francs. 700 000 francs par an. 71% des revenus de la congrégation que crée Prévost. C'est pas rien, quand même. Là, on commence à atteindre des sommes vraiment conséquentes. Et on comprend qu'il puisse se permettre d'acheter des châteaux ou des maisons de maître. Voilà. Je rappelle la salaire moyen de prêtre, 900 francs à peu près, moins pour Saunière, je pense. Donc là c'est très problématique. Parce que comment va se défendre Prévost? Prévost dit, moi j'ai l'autorisation, le pape, un peu comme l'a fait Saunière, c'est toujours les morts. Le pape précédent lui a donné l'autorisation de effectivement réduire les messes. Bon, en général, on ne peut pas qualifier les prêtres d'être négligents. On n'a retrouvé nulle part l'autorisation en question. Et Prévost est incapable de la montrer non plus. Donc, il est très douteux sur le sujet de ces réductions de messes. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, en 1895, Émile Combes est ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes. Là, on commence à entendre parler d'anticléricalisme. Les gens bien informés savent que les temps changent. 1898-1905, achat de terrain, mais ici, au nom de Marie Desnarnaud, pas au nom de Béranger Saunière, pas au nom de l'Église, mais au nom de Marie. On réalise un domaine, alors là, les chiffres, c'est tout à fait fantaisiste. Certains disent 65 000 francs. Ici, le domaine de Saunière, entre 99 et 1907. D'autres disent moins. Saunière a dit beaucoup plus, je crois qu'il a avancé le chiffre de 193 000 francs. 500 francs, c'est ça. Arrivent les lois de séparation de l'Église et de l'État. Arrive la mort de Monseigneur Billard. Monseigneur Billard, qui entre parenthèses a toujours été un soutien de Béranger Saunière, puisque, franchement, à l'évidence, quand on a des prêtres qui échangent des messes, quand on a beaucoup de messes qui arrivent à Rennes-le-Château, comment ne pas le savoir? Le curé est alimenté par les messes, mais qui c'est qui amène les messes? C'est le facteur. Le facteur, il en a plein le dos. Il refuse même de monter des sacs des fois. Donc, brouille, le curé facteur. Franchement, tout le monde sait que les messes arrivent, tout le monde. Billard le premier. D'ailleurs, Billard en envoie. C'est pas tellement le problème des messes. Si, c'est le problème des messes, parce que logiquement, les messes doivent passer par l'évêché. C'est-à-dire, les messes arrivent à l'évêché décide quel prêtre mérite de recevoir des messes et quel autre n'en a pas besoin. Bon, ici, Saunière est tellement quémandeur qu'effectivement, il en a reçu de l'évêché aussi. Billard lui a envoyé des messes. On peut bien se douter que toutes ces messes, il va finir par ne pas arriver à les dire. Bon, ça... mais arrive donc le Monseigneur Félix Bevin de Beauséjour, et là, ça commence à remuer.
Saunière commence à recevoir déjà, sous Biard, il commence à recevoir des avertissements parce que trop c'est trop. Hein, que quand on peut être discret, ça va très bien, mais quand on commence à se faire voir et connaître de tout le monde, ça va moins bien. Donc, on commence à lui dire, écoutez, calmez-vous, ou alors soyez un peu plus discret. Bon, apparemment, Saunière ne l'entend pas du tout, puisqu'il continue. Hein, bon, c'est de toute façon, c'est une manière d'alimenter tous les mois ce dont il a besoin en finance. Hein. Encore une fois, soyons logiques. Vous allez trouver un trésor ici à Rennes-le-Château. Hein. Un trésor, bon, c'est quoi? Des vieux bijoux, quelques livres. Bon, il faut les vendre, il faut trouver un antiquaire pour les acheter. Si c'est des lingots d'or, il faut qu'ils soient poinçonnés. Il faut trouver quelqu'un qui accepte des lingots d'or non poinçonnés. Allez, en Espagne, mettons, pour les vendre. Enfin, c'est très compliqué tout ça. Sur le quotidien, comment avoir de l'argent? Comment payer? Il paye, par exemple, il va payer 150 à 200 francs le gars qui lui amène par charreté les pierres, le sable, le ciment. 200 francs par mois, quoi. Il faut le payer tous les mois. C'est pas en allant vendre auprès d'un antiquaire un bijou de temps en temps, ou même des bijoux. Enfin, c'est compliqué de faire tout ça. Donc il a besoin de s'assurer d'avoir de l'argent au quotidien. Et cet argent au quotidien, il arrive par les messes. Encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas trouvé quelque chose. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, bon, c'est une manière facile d'avoir de l'argent au quotidien. Je dis facile parce qu'il a érigé ça avec un tel système. Enfin, c'est un besogneux, Saunière. Hein. On le voit, il écrit constamment, il note constamment tout ce qu'il fait, il les envoie, les réceptions, tout. Il est devenu l'esclave de son propre système. Mais ce système lui rapporte. Après, vous connaissez l'histoire, on demande à ce qu'il soit muté à Coustouge, il refuse, il démissionne, le procès commence, et le procès ne finira jamais. Quoi. Comme de toute façon Saunière n'a pas les accointances qu'ont certains à Rome, l'histoire s'enlise, il se fait plus ou moins avoir par le chanoine Huguet, qui profite de lui. Auparavant, il avait employé des avocats, on va en parler. Bon, voilà. Je parle des gens de Castelnègre maintenant, parce que j'ai vu une vidéo de deux Michel, d'où certains Michel, Michel Vallée et Michel Azens, je ne vois pas pourquoi je ne les citerai pas, qui mettent en avant Castelnègre. Alors, je veux bien, et j'ai cherché quels étaient les liens entre Castelnègre et Saunière. Je rappelle que la fête officielle du Saint-Sacrement, c'est le 22 juin. Je continue en 1899, adoration de Cabirol, curé de Fars. Le 6 janvier, adoration à Saint-Jean-de-Paracole de Gachem. Tous ces gens-là font partie de la congrégation de l'adoration dont j'ai parlé tout à l'heure. 8 mars, adoration de Rouanet, invitation de Rouanet. Coustouza, l'abbé Marty. 9 confrères, à nouveau. Le 1er juillet, départ pour Castelnègre, assister à la conférence. 1er juillet. Donc ça veut dire que l'adoration officielle, elle avait déjà eu lieu. Donc, quelle est cette conférence à laquelle assiste Saunière à Castelnègre? Bizarre quand même, une conférence hors adoration et hors diocèse. On n'est pas non plus dans la réunion diocésaine traditionnelle, qui se passait plus tard dans l'année. Donc, réunion Castelnègre, hein, conférence. Après la conférence, notre Saunière, je pars pour Carcassonne avec les confrères. Quels confrères? Le 17 août, le père Cerceau, donc Cerceau c'est le responsable du domaine de Castelnègre, puisque Castelnègre est un domaine viticole, hein, si vous n'avez pas assisté à la conférence des deux Michel, c'est près d'Alais, donc c'est un grand domaine qui a été confié à deux prêtres, entre autres hein, à la direction, dont Cerceau. Cerceau bine, alors ça ne veut pas dire qu'il vient faire le potager de Saunière, hein. Ça veut dire que en fait, Saunière lui demande de dire sa messe. Il va dire la messe, la première messe à la chapelle de Castelnègre, et il va venir en dire une autre, ici à Rennes-le-Château, on appelle ça biner, et donc Saunière pourra partir en Évian. En 1903, dont je vous parlais tout à l'heure des problèmes de l'Église avec la séparation, la congrégation des enfants de Marie l'Immaculée, qui est installée à Castelnègre, donc est obligée de partir, et elle était dirigée à l'époque par le père Routiot. Voilà pour Castelnègre. Voilà le fameux extrait que vous ont montré Azens et Vallée. Je vous lis. À 10h, arrivée du révérend père supérieur de Castelnègre avec monsieur le curé de Luc. Ils inspectent les travaux. C'est ce mot-là, inspecter, qui a fait tilter
Michel Azens, parce qu'il dit comment se fait-il qu'ils viennent inspecter les travaux, quoi. Bon, ok, mais la phrase n'a pas été lue dans son entier. C'est intéressant de continuer. Des jeunes au presbytère, et après avoir réglé l'achat de l'escalier et de la brique, prise à Castelnègre, le tout au prix de 148 francs, le temps ne paraissant pas beau, ils redescendent. Ah, ça change tout, ça, la suite de la phrase. Parce qu'ils inspectent, certes, mais ils ont donné, enfin pas donné, ils ont vendu à Saunière de la brique et un escalier pour 148 francs. Alors on peut se poser la question, comment se fait-il que, apparemment, les soutiens et tous ceux qui sont au courant de toute l'histoire à Castelnègre vendent à Saunière de la pierre et un escalier? Vendent, pas donner. Hein? Donc est-ce que c'est vraiment ces gens-là qui ont financé Saunière? On peut en douter, hein, parce que s'ils l'avaient financé, ils auraient probablement donné l'escalier. Par contre, on peut retenir le terme inspecter, ce qui est intéressant, effectivement. J'ai relevé les donateurs de Saunière. Bon, on trouve en tête le père Louis Gazelle, plus de 1000 messes. À Flours, quand on connaît Flours, on se demande comment le père Louis Gazelle a pu rassembler 1000 messes à Flours. Bon, à la Serre, à Alette, 509. Alais, c'est plus plausible. Alais, c'était une ville de cure, hein, il y a beaucoup de touristes. On peut penser qu'il a pu, effectivement, rassembler les messes. C'est le cas pour Sarda, l'hospice de Carcassonne. L'évêché, dont on parlait tout à l'heure, Monseigneur Billard, 487 messes, quand même. Hein. Et puis après, on a Marty, à Aragon, petit village, 389. Guillaume, Périac de Minervois, 327, etc. Prévost, Paris, 270, c'est pas énorme, hein, 270. Prévost, avant qu'il ne disparaisse des carnets de Saunière. Et ainsi de suite. Mais, rien de Castelnègre, pas une seule messe. Rien de Barthélemy Rouanet, le grand ami de Saunière, et conseiller, pas une seule messe. L'abbé Grasso, l'ami de Saunière, rien. Pas plus. Gachem également, rien. Étonnant quand même. On peut se poser la question, comment se fait-il que ses amis les plus proches ne lui donnent jamais la moindre messe? Alors, soit ils lui en ont donné beaucoup, il ne les a pas notés, soit ils n'en ont pas donné. Parce que c'est là qu'il faut commencer à se poser la question du réel financement de Saunière. Et on va terminer comme ça. Parce que, en fait, Prévost, Saunière ne l'a jamais lâché. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Saunière, il était incapable de lâcher quelqu'un qui allait l'aider financièrement et dont la vocation déclarée était d'aider les prêtres. Or, le financement par Prévost ne passe plus par des messes, il va passer par un système occulte, et Octonovo l'a bien compris, il va passer par un système occulte de mandats. Ces mandats, ils ont une finalité, la finalité qu'a décrite Saunière, c'est-à-dire, je veux construire ici à Rennes-le-Château une maison de retraite pour les prêtres. Il a toujours déclaré, voilà, bon, à ce moment-là, on peut accepter, et Prévost peut accepter, de dire, bon, ben, ok, Saunière veut construire une maison pour des prêtres, moi je le finance, ou en tout cas je l'aide à la construction de cette maison. Prévost, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, il voyage dans toute la France, il fait plusieurs séjours à Lourdes, plusieurs séjours à Toulouse. Son grand ami est l'abbé Hertal Lavallée. Hertal Lavallée, c'est un Toulousain, enfin c'est un Canadien de Toulouse. Il va à Albi. Je note que Saunière, lui aussi, il est à Lourdes, plusieurs fois, hein, en 1911, 12, 13, 15. Donc, la probabilité que les deux hommes se soient rencontrés est très forte. D'autant plus que Prévost a une bizarrerie, c'est que quand il voyage incognito. Alors, il se fait appeler Jean Altivire de la Plaine, ou Eugène Prévost-Tello. Donc, il voyage avec sa sœur, et il est très intéressé par tout ce qui peut se vendre ou s'acheter pour augmenter son parc immobilier, probablement pour continuer à construire ses maisons pour des prêtres. Et j'ai aussi lu et entendu parler du père Louis de Coma. Hein, on s'interroge sur ses constructions. Comment ce père de Coma a pu avoir autant d'argent? On pense qu'il a eu un système proche de Saunière. Hein. Et bien étrangement, le père Louis de Coma, en 1900,
quand il commence à avoir de la bouteille, hein, il contacte Prévost pour lui vendre son domaine. Il propose une vente à 450 000 francs et 60 000 francs de plus le jour où il prendra sa retraite. Prévost décline l'offre. Mais comment Louis de Commas, près de Pamiers, au domaine du Carol, vaste domaine destiné aux prêtres agonisants, bon, entre parenthèses, j'ai un petit clin d'œil, c'est qu'il s'appelle quand même de Commas, mais bon. Bon. Comment de Commas connaît Prévost? Comment il en arrive à lui proposer la vente de son domaine? Parce que tout le monde connaît Prévost. Voilà, tout le monde connaît Prévost. Et surtout Saunière, qui lui a écrit, qui a communiqué avec lui, et qui a eu un certain nombre de messes de lui. Prévost descend à la Villa Béthanie, à Lourdes. C'est intéressant, parce que la Villa Béthanie, on la voit ici de loin, c'est pas rien. Hein. Il a le goût du luxe. Toutes les réunions de sa congrégation se font chaque année à Lourdes, à la Villa Béthanie. J'ai une vue ici de la Villa Béthanie. C'est intéressant parce qu'on voit une petite échauguette, on voit une petite tour surmontée de... Mais je crois que c'est Michel Zins qui parle de coïncidence signifiante. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais quand même, bon, Prévost est à la Villa Béthanie. Et ça paraît décousu, mais tout se rassemble. Là, c'est le vieux. Alors, ça m'a fait beaucoup rire chez Octonovo, parce qu'Octonovo dit Saunière correspond avec un personnage mystérieux qui s'appelle le vieux. Et j'ai fait des recherches, et le vieux, il n'a rien de mystérieux. C'est pas le vieux, c'est pas un qualificatif, c'est un nom propre. C'est le vieux, c'est l'abbé le vieux, l'abbé le vieux de Narbonne. Et l'abbé le vieux de Narbonne, il dit à Saunière quand il a des problèmes, quand on commence à l'accuser, il lui dit l'acteur, accusateur ou dénonciateur. C'est-à-dire que c'est lui qui va lui conseiller de prendre le chanoine Huguet comme avocat et de remercier un autre avocat, Miss. C'est-à-dire que le vieux, cet ami de Saunière, parle constamment d'un dénonciateur. Et alors, qui a pu dénoncer Saunière? Il y a quelque chose d'assez quand même intriguant là-dedans. Quelqu'un a apparemment dénoncé Saunière. Et un autre petit fait, j'aime bien les petits faits comme ça qui ont l'air de rien, mais qui sont quand même très significatifs. Rouanet écrit à Marie Desnarnaud, en 1847 à peu près, il lui dit « Pour le curé de Belvis, qu'est-ce qui lui a piqué de vouloir s'implanter chez toi avec un ou deux prêtres? En définitive, ces gens-là s'imaginent que tu tiens un restaurant, ils viennent tranquillement, sans motif. Pourquoi ?» Ben oui, pourquoi? Lui, c'est Pierre Moulis. C'est le curé de Belvis. C'est un néodie. Il a écrit une histoire remarquable sur le pays de Sceaux. Hein? Il a 75 ans, il prend sa retraite, et à 75 ans, il va s'installer chez Marie Desnarnaud. Pourquoi? Pourquoi, dit Rouanet? Pourquoi? Est-ce que, dans l'idée, dans la tête de Belvis, ce domaine, établi pour des prêtres à la retraite, hein, est-ce qu'il n'y a pas droit un petit peu lui aussi? Est-ce que c'est pas pour ça qu'il vient s'installer chez Marie? Et quand tu vois dans quel dénuement est Marie, parce que Marie a du mal à payer ses impôts fonciers et autres, il finit par partir 3 jours ou 4 jours après avec les 2 autres prêtres. Mais est-ce que finalement il ne s'est pas dit je vais m'installer chez Marie, parce qu'après tout j'y ai droit, puisque moi aussi j'ai participé à ce domaine, quoi. Je faisais partie d'une congrégation qui a envoyé de l'argent, et cette congrégation elle était en droit de récupérer d'une manière ou d'une autre cet argent placé. Il y a quand même quelque chose d'étrange, j'aimerais bien qu'on réfléchisse dessus. C'est pourquoi Saunière gonfle le prix de son domaine, pourquoi il donne un prix excessif, alors qu'on sait qu'il a payé beaucoup moins cher. Il a besoin de justifier quand même des rentrées conséquentes. Et ces rentrées conséquentes, il va les justifier en gonflant le prix du domaine. Ok, d'accord. Mais ce domaine constitué pour des prêtres, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à un certain moment, en voyant arriver les lois de séparation de l'État et de la religion, il s'est dit, ce domaine va m'échapper. Ce domaine ne sera plus à moi, il sera même plus à l'Église. Donc, je le mets au nom de Marie Desnarnaud, et petit à petit, finalement, ce domaine, qu'il avait peut-être, au départ, constitué pour des prêtres, il a fini par s'approprier. On dit, il n'a jamais habité le domaine, il n'a jamais habité la villa, c'est exact, mais en fait, il a quand même profité de la bibliothèque. C'était son bureau.
Donc il y avait des parties qui l'intéressaient, plus que d'autres, moins que d'autres. Enfin bon, en tout cas, petit à petit, il en est venu à se l'approprier. Mais est-ce qu'il ne se l'est pas aussi approprié parce qu'on lui a cherché des poux sur la tête? Parce qu'on a voulu vraiment le coincer sur une histoire de trafic de messe, alors qu'on savait très bien qu'en fait le problème n'était pas le trafic de messe, puisque tout le monde pratiquait ce genre de choses. Mais peut-être que le problème était qu'il avait rassemblé de l'argent et des fonds. N'oubliez pas les prêtres de Castelnègre qui viennent inspecter le domaine. Hein, des fonds qui étaient la propriété après tout de tous et qu'il s'est gardé pour lui seul. On peut imaginer que c'est vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Prévost ne l'a jamais lâché et que Prévost a continué à l'alimenter financièrement. Donc, dire qu'aujourd'hui on ne connaît pas les congrégations qui ont aidé Saunière, ce n'est pas vrai. On sait qu'il a fait partie activement d'un groupe de 12 prêtres associés qui lui ont forcément ramené des messes, qui lui ont forcément ramené des contacts. Et ça, les contacts, c'est très important pour Saunière parce qu'il a pu étendre ses zones d'influence, ses réseaux d'influence. On sait qu'il a donc fait partie de la congrégation des pères adorateurs, qu'il a aussi fait partie de la congrégation beaucoup plus occulte. Et on a vu pourquoi quand le père Prévost a été mis en accusation à Rome par Madame Lecuffe, parce qu'en fait, il y a des manières peu orthodoxes de s'alimenter financièrement chez le père Prévost. Hein, qu'est-ce que pouvait faire Saunière à l'époque? Dire, voilà, j'ai construit ce domaine, j'ai été aidé par le père Prévost, mais j'aurais dû passer par l'évêché, je ne l'ai pas fait. Ça voulait dire dénoncer avant le temps le père Prévost, c'est-à-dire que le père Prévost a été mis en accusation en 1931, Saunière était mort depuis longtemps. Quand il a été mis en accusation, lui, Saunière, par l'évêché, le père Prévost était vierge. Personne ne savait ce qu'il trafiquait. Donc ça voulait dire, c'est le père Prévost qui sort de l'argent, en donne, nous permet de construire des domaines, tout ça de manière occulte. C'était impossible. D'un autre côté, si l'évêché avait la certitude que ce domaine n'allait pas lui revenir, on peut comprendre qu'ils aient été si insistants et qu'ils aient voulu mettre à pied Saunière. Donc, il s'est trouvé dans une espèce d'imbroglio incroyable, où d'une part, il ne pouvait pas décrire qui l'avait aidé, d'autre part, il ne pouvait pas se défendre efficacement. Donc, on comprend mieux que finalement, c'était une fin sans issue, qui a miné la santé de l'abbé Saunière et qui l'a conduit à sa mort en 1917, parce que réellement, ça l'a atteint. Après, je voudrais quand même, si c'est possible, pour finir, redire ce que je pense de cet abbé. Je pense très sincèrement qu'on l'a excessivement noirci, parce que quand on lit le journal de l'abbé Saunière de Patrick Mancior, un autre grand chercheur que je tiens à remercier, on voit que Saunière est un vrai prêtre. Il participe à ses adorations, il participe activement, il a des gestes tout à fait charitables. Je pense qu'il a été dépassé par un système. Il a eu peut-être la folie de la construction, c'est très probable, mais de là à dire que ça a été un mauvais prêtre, je ne pense pas. Il a été entraîné par cette simonie. Je pense que c'est une espèce de boule de neige qui l'a amené à ça. Dans mon esprit, en tout cas, je n'arrive pas à le noircir autant qu'il a pu l'être. Voilà ce que je tenais à vous raconter aujourd'hui. Je pense que la recherche continuera dans ce domaine-là. Je termine en redisant que tout ceci n'exclut pas la piste trésoraire, dont je vous ai parlé au début, mais qu'on ne peut plus aujourd'hui, dans la recherche à Rennes-le-Château, ignorer cette grosse congrégation, toutes ces congrégations qui ont participé à l'enrichissement de l'abbé Saunière, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas autant qu'on peut le penser, parce qu'effectivement, ça ne faisait pas des milliers et des cents régulièrement et tous les mois, ce n'étaient pas des sommes colossales, mais en tout cas, elles ne sont pas non plus négligeables. Voilà, merci.